Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Alafia Hebdo. Nous y sommes encore cette semaine. Alors, nous avons trois bons sujets à décortiquer ce soir sur ce plateau avec quatre bons invités. Il s'agit bien sûr de retour prochain de Dr Shogel Kokala-Maïga à la primature. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? On en parle tout de suite. Suspension de toutes les activités des ONG financées par la France. Quelles conséquences sur l'ensemble du pays? Alors, prise d'otage à Missabougou, nous sommes à Bamako, le Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères de la France confirme l'arrestation de 4 ressortissants français. Est-ce une mise en scène ou également, ici, nous sommes dans la réalité? Et comme je le disais, nous avons 4 bons invités sur ce plateau pour en parler. Nous avons Monsieur Monoko Touali, il est consultant en communication DG Afrique Média pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis toujours content d'être sollicité, d'être associé à votre émission. Donc, merci de m'avoir invité. Très bien, merci. Nous avons Monsieur Cheikh Oumar Traoré. Il est le président de l'association Ferreda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Très bien. Alors, je tourne de l'autre côté à gauche. Nous avons Monsieur Aboubakrine Touré. Vous êtes spécialiste en communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, le dernier invité sur ce plateau, il s'agit bien sûr de Monsieur Amadi Diko, qui est un jeune leader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice, pour l'invitation. Très bien. Vous avez déjà connaissance des sujets que nous allons débattre sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Shogel Kokala-Maïga, qui est de retour dans l'arène politique, en tout cas après cette étape de convalescence. Et il a rencontré à Koulouba le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 25 février, le 25 novembre dernier. Et après, il a enchaîné avec le président du CNT. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces visites? Monsieur Fabrice, je tiens à vous remercier pour l'invitation et tout le personnel de Alafia TV et tous les Maliens qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. Également, je profite de votre antenne pour rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires du Mali depuis à l'aube des indépendances jusqu'à nos jours. Effectivement, nous avons appris à travers un point de presse que le Premier ministre, qui a été souffrant d'une maladie d'un AVC, et qu'il est de retour. Nous le souhaitons, nous sommes très heureux d'avoir pris connaissance que maintenant il se porte bien. Mais qu'à cela ne tienne, il faut se dire la vérité que Dr Shogel Kokala-Maïga, bien avant qu'il n'aille vers ce qu'on appelle les repos forcés, et nous avons été, à travers le Front Populaire Région, nous avons été l'une des premières organisations à demander la démission pure et simple du Dr Shogel Kokala-Maïga. Parce qu'aujourd'hui, Dr Shogel Kokala-Maïga n'a pas été capable d'être à la hauteur des attentes, notamment en rassemblant l'ensemble des forces vives de la nation pour que nous puissions avoir une transition inclusive. Il sait s'adonner à des pratiques telles que des invectives, et des clashs, des acteurs politiques dont lui-même il a fait. J'espère que vous avez la preuve de ce que vous avancez. J'ai la preuve de ce que j'avance. Aujourd'hui, nous avons vu à travers un point de presse, effectivement, il est là à faire son promenade de santé. Et donc, pour dire qu'il peut pas, il n'est pas habilité, il n'a pas été réhabilité d'abord pour pouvoir reprendre ses fonctions. Et quand bien même le degré de l'actuel Premier ministre intérimaire Ablaye Maïga est toujours en vigueur. Donc, on peut sans nul doute. Depuis qu'il est parti, est-ce que vous êtes satisfait? Vous savez, la gestion d'un pays, il faut aller au-delà de la personne lui-même en tant que tel. Dr Shogel Kokala-Maïga nous avait proposé un PAG qui faisait rêver debout. Le PAG, d'après eux-mêmes, d'après leur évaluation, a obtenu une note de 80%, 87%. Quand bien même aujourd'hui, la flambée des prix des denrées alimentaires aujourd'hui a pris une proportion jamais vue en République du Mali. Aujourd'hui, le nombre de déplacés internes avoisine à peu près à plus de 283 000 personnes, soit 45 526 foyers qui sont concernés par rapport à ça. Sur les 26 académies, sur l'étendue du territoire malien, il y a à peu près plus de 10 académies qui sont concernées par rapport à ça. Donc, il y a plus de 1730 écoles qui sont fermées selon les derniers rapports de l'UNICEF, dont 520 000
élèves qui ne vont plus à l'école. Donc, imagine quel est le résultat. Donc, le résultat est très négatif. Les résultats sont en je demandais dessin. si, depuis qu'il est parti, est-ce que vous êtes satisfait? Il n'y a pas une amélioration. C'est que vous, chaque Premier ministre qui vient, pour vous ne travaille pas ou bien il n'est pas, à la hauteur. Parce que, vous savez, il avait un objectif. Un objectif lui avait été donné. Ils avaient fixé un objectif. L'objectif, ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. Pour le moment, l'actuel Premier ministre qui est là, jusqu'après le contraire, vous savez, au lendemain du dialogue social sur le travail, il y a les grèves qui ont tombé comme la neige actuellement. Donc, il y a le front social aujourd'hui. Parce que Ablaye Maïga, c'est la suite logique du Premier ministre Choguel Kogola Maïga. Pour dire qu'aujourd'hui, le front social, tous ceux qui aujourd'hui, à un certain moment donné, avaient mis les revendications à côté aujourd'hui, sont en train de s'élever. Ils sont en train de s'élever non pas parce que nous sommes dans cette situation, parce qu'aujourd'hui, l'exemplarité qui devait être fil conductrice de cette transition n'a pas été au rendez-vous. Et donc, pour cela, les gens se lèvent, le front social est en ébullition actuellement, donc il va falloir trouver une solution. Et Dr Choguel Kogola Maïga, si le président Assimi Goïta se permet encore de ramener Dr Choguel Kogola Maïga, ça va être très dur pour la transition. Parce que Choguel Kogola Maïga ne fait pas du tout l'unanimité au Sénat. Très bien, vous avez été compris, M. Amadi Diko. Je rappelle que vous êtes un jeune leader. En tout cas, on reviendra dessus, on reviendra avec beaucoup plus de détails. Mais M. Aboubakrine Touré, est-ce que vous pensez que le retour de Dr Choguel Kogola Maïga est une bonne aventure pour le Mali? Effectivement, ces derniers temps, nous avons assisté à un marketing institutionnel avec l'initiative de Choguel de contribuer à une certaine communication pour animer son retour. Je ne pense pas que les Maliens aient besoin de ça. Choguel, il faut le rappeler. Il était applaudi entre-temps et c'est lui qui a initié pas mal d'initiatives, il a initié pas mal de choses aujourd'hui. Il a tracé la voie pour certains observateurs. Vous savez, M. Fabrice, vous savez, le politique, Choguel Kogola Maïga est un monsieur qui a ce qu'on appelle la maîtrise du verbe. Il peut leurrer l'opinion un temps, mais il ne peut pas continuer à tromper le peuple tous les temps. Mon voisin de gauche avait parlé du programme d'action gouvernementale. Où en sommes-nous avec ce programme d'action gouvernementale? Selon certains, on parle de 30% d'exécution, alors que nous sommes à moins d'une année de la fin de la transition, ou 14 mois. Donc le retour de Choguel, moi, de mon point de vue, n'est pas une chose qui va contribuer à stabiliser la transition. Parce que l'une des caractéristiques de la transition, ce doit être d'abord la neutralité. Choguel n'est pas un personnage neutre. Choguel est clivant. On a besoin d'un Premier ministre rassembleur. Et c'est que Choguel, la gesticulade communicationnelle dans laquelle il s'est retrouvé aujourd'hui, n'est pas en phase avec nos réalités culturelles. En Afrique, M. Fabrice, c'est aux proches et aux collaborateurs de rendre visite aux malades et de revenir pour dire dans quel état il se trouve. Il n'appartient pas au malade lui-même. Peut-être que ça a été fait, et ça a été fait, mais il n'y a pas ce n'était pas sous les coups des projecteurs. C'était lui-même, il a animé pratiquement, je l'ai vu dans une vidéo où il dit ouvertement que le président l'a donné son assurance que bientôt il va faire une communication pour annoncer son retour. L'AVC, je ne suis pas un médecin. Mais je pense que c'est une maladie qui ne peut pas être sans séquelles. Aujourd'hui, on a besoin d'un Premier ministre robuste, un Premier ministre qui jouit de toutes ses facultés physiques et intellectuelles pour mener à bien cette transition. Et je vous le dis, ce n'est pas vers la fin de la transition qu'il faut qu'il y ait des conditions pour faire échouer la transition. Choguel, il l'a dit lui-même plusieurs fois sur un plateau. Les croyants que nous sommes tous, nous devons nous assumer le fait que le destin est implacable. Tout ça là, peut-être, c'est le fait de Dieu pour mettre fin à une certaine tension politique naissante qui risque de menacer la suite même de la tension. Donc, je reviens pour dire que Choguel est dans une communication pour assouvir son orgueil. Mais honnêtement, je suis un soutien de la transition. Je suis un observateur averti. Mais son retour ne peut pas contribuer à donner ce qu'on appelle le flanc pour la suite sans tension de la transition parce qu'il y a une mouvance politique dont le porte-parole est Amadou Keïta, qui a déjà exprimé le fait que Choguel n'est pas un Premier ministre à organiser les élections. Mais est-ce que vous pouvez le démontrer par A plus B que... Choguel a dit à la télévision nationale que son parti, je veux dire, en tout cas sa mouvance, les M5-FP, doit faire tout. Et tous les soutiens du M5-FP doivent tout faire
pour ne pas permettre à ceux qui ont perdu les élections, à ceux qui ont été déchus à travers le pouvoir IBK de revenir aux affaires. Il n'appartient pas à un Premier ministre de transition dont la caractéristique essentielle doit être la naturalité de tenir un tel discours politique. C'est un navet. C'est un navet et c'est même une intention, une mauvaise intention de tripatouiller les élections. Donc moi je pense que les autorités de la transition, ils se sont engagés à inscrire leur nom dans les annales de l'histoire politique de ce pays. Très bien. Ils doivent se débarrasser de Tchogel pour amener un Premier ministre rassembleur, un Premier ministre à qui on ne va pas reprocher d'avoir organisé des élections bâclées, un Premier ministre qui ne va pas faire la part des choses. Vous savez, le fait pour Tchogel de ne pas pouvoir maintenir intact le M5-FP est un échec politique. Tchogel a contribué à la division du M5-FP. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au M5, il y a des tendances. En tout cas, il y a plusieurs Un Premier ministre de poids et responsable doit pouvoir prendre de la hauteur et se mettre au-dessus de la mêlée pour assembler tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Mais aujourd'hui, Tchogel veut juste le dire. Malgré qu'il soit malade, je dois continuer. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas mes preuves. Mais avant même qu'il n'a affiché son retour, il avait laissé entendre à ses proches de la transition qu'en réalité, je l'ai dit au conditionnel, est-ce que lui ne sera pas bon pour lui d'aller directement aux élections? Alors même que la charte de la transition interdisait que, en tout cas, un responsable de la transition ne pourra pas se présenter. On avait signifié un nom de ne recevoir. Il revenait à la charge pour dire, bon, maintenant il faudra organiser mon retour. Mais nul n'est indispensable. Tchogel n'a qu'à aller se reposer. Il a pu faire ce qu'il a pu faire. Mais en réalité, les partis politiques qui sont les acteurs majeurs des élections ne sont pas d'accord avec le maintien de Tchogel. Et c'est là, ça filme par le fait que depuis que Abdoulaye Meiga est arrivé à la station primatoriale, il y a eu un climat apaisé. Il y a eu un dialogue sincère et sain qui commence à produire des effets pour produire... Avec les magistrats à la grève, hein? Avec les magistrats. Le Front social, ça c'est dû au fait que, effectivement, nos autorités, compte tenu, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une grève des magistrats parce qu'au niveau de la Cour suprême, on a voulu accorder plusieurs années, en tout cas des années supplémentaires. Les magistrats devant aller à la retraite à 65 ans, on veut qu'il y ait en tout cas un traitement de faveur pour certains dans un état de droit partiste. Ça, c'est pas noble. Je l'ai dit, je soutiens la transition, mais si c'est voulu, je ne suis pas d'accord. Très bien. Tous les magistrats doivent aller à la retraite au même niveau. Il ne doit pas avoir un traitement de préférence. Parce que c'est une loi qui est dit. On ne peut pas tropier la loi pour servir des individualités. Ce n'est pas normal. Okay. Donc à ce niveau, je suis d'accord que les magistrats aient en grève pour amener nos autorités à prendre en tout cas les chemins de l'égalité et de l'équité. Très bien. Mais pour le cas de Tchogel, il nous faut un Premier ministre net, engagé et robuste, jouissant de toutes ses facultés. On a besoin de ça pour réussir nos élections et que nos autorités puissent un jour être citées comme étant des exemples qui ayant conduit une transition réussie au Mali. Merci beaucoup à M. Aboubakrine Touré. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication. Vous avez été compris sur ce sujet. Alors, M. Touali Monoko, vous avez la parole sur cette question, naturellement. Du retour de Tchogel Kokala Meiga à la prémature, est-ce que c'est un mythe ou ce sera une réalité dans les jours à venir? Bien, merci. Et puis, je suis heureux que je sois associé à cette réflexion. Et puis, surtout, les thématiques proposées peuvent donc nous permettre d'échanger. Il y a souvent, nous qui sommes du monde de l'information et de la communication, on est souvent mal à l'aise, très mal à l'aise de débattre franchement des sujets. On nous a dit tout à l'heure que le Premier ministre est revenu, il se porte bien. Il dit qu'il se porte bien. Il dit qu'il se porte bien. Dieu merci. À la veille de sa maladie, tous ceux qui ont dit qu'il était malade ont été traités de tous les noms. Ont été traités de tous les noms. Donc il n'est pas malade. Il nous a été dit qu'il était en repos forcé et non malade. Ces services ont même fait des communiqués. Il y a des secrets d'État qui ne peuvent pas être sur la place publique. Non, on ne parle pas de secrets d'État, on ne parle pas de secrets d'État. En Afrique, quand quelqu'un est malade, il est malade. Mais ici, c'est une personnalité politique, Est-ce que c'est la première personnalité politique qui tombe malade dans ce monde? Pourquoi aujourd'hui il dit qu'il est guéri? Il faut garder le secret d'État. Continuons dans le secret. C'est lui qui dit qu'il est... Donc on devrait continuer dans le secret. Il y a des gens qui ont pour mission des peintres. Ils font la peinture. Ceux qui sont chauffeurs. Ceux qui sont maçons, chacun a son boulot. Ceux qui ont en charge de l'information et de la communication, c'est leur devoir, c'est leur travail de dire, voici ce qui se passe. Et quand cela est dit,
et que ceux-là peuvent être maltraités, et demain, plus tard, on va dire que voilà, ils avaient raison, ça met mal à l'aise. C'est pourquoi je dis on est souvent mal à l'aise de débattre. Maintenant, il est revenu, c'est le premier réflexe qu'on puisse dire en tant qu'humain, de dire Dieu merci qu'il soit revenu. Dieu merci qu'il ait donc retrouvé sa santé. Dieu merci. Maintenant, sur le terrain politique, l'équation que vous posez, c'est de savoir si effectivement, vous avez parlé de mythe ou réalité, mais est-ce que son retour est une nécessité ou pas? Le frère M. Touré a brillamment développé un aspect qui, de mon point de vue, m'intéresse. Et le frère qui a déjà évoqué cela, son retour. Mais vous savez, ce qui est important. Est-ce que c'est une urgence aujourd'hui pour le pays, son retour? Bonne question. Prenons toujours du recul pour faire des analyses, pour faire l'économie de ce qu'on appelle les sentiments, des passions et autres. Parce que c'est ce qui influence beaucoup les lectures et qu'on a souvent du mal à apprécier avec quintessence ce qui se passe. La politique, c'est la gestion des conjonctures. Donc, à un moment bien défini, vous pouvez être utile. Et à un autre moment, vous pouvez ne pas être utile. Ça dépend de la conjoncture. Qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, il est utile ou il n'est pas utile? Mais quelqu'un qui sort de la maladie, pour un pays qui est en crise, c'est un débat. Est-ce que c'est vraiment tout à fait vérifié qu'il n'y a pas de séquelles par rapport à la maladie qu'il porte, qu'il a eue? Est-ce que tout est parfait? Si c'est fait, Dieu merci. Maintenant, on est dans une autre phase qui est très importante de cette transition. C'est-à-dire, on va quitter, à la fin de 2022, on attaque l'autre phase des élections. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. La transition a décidé volontiers de proposer un chronogramme dans lequel il est conformé et il est obligé d'y respecter les points qui y sont, au fin que satisfaction ait lieu. Alors, s'il faut maintenant créer une polémique autour de la responsabilité au niveau de la primature, est-ce que ça va être à la faveur du chronogramme de la transition? Jusque-là, le Premier ministre actuel, il est là par intérim. Oui. La question, l'intérim a toujours existé, et c'est tout à fait bien qu'il ait eu un intérimaire. Mais l'équation, est-ce qu'il était en mission pour long séjour, pour qu'il ait eu un intérimaire, ou parce qu'il est malade qu'il a eu un intérimaire? Voilà le contexte. Oh, si c'est le contexte d'un voyage, d'un repos qui est normal, mais son retour ne posera pas d'équation. Mais s'il est dans un contexte de maladie, il faut savoir apprécier les choses. Voilà là où je suis tout à fait d'accord avec M. Touré. Deuxième point qui est très important, on est à une autre phase, comme je l'ai dit, ligne droite, ça veut dire l'invite des partis politiques, l'invite de la classe politique pour une cohésion au fin d'aller dans cette ligne droite. Est-ce qu'il est aujourd'hui la personne la mieux indiquée pour conduire cette transition dans sa ligne droite? Mais il a commencé, Oui, tout le monde a bien commencé. Tout le monde qui a commencé le Mali, qui a commencé les pays, qui commence toujours les villages. Quelqu'un fait un mot, il commence. Mais c'est parce qu'on a commencé qu'il faut forcément y rester. L'équation, ce n'est pas à son niveau. Je suis tout à fait d'accord avec la pertinence des questions que vous posez, mais il faut aller au fond. On a l'obligation vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de tout le monde, de respecter le chronogramme. Il est aujourd'hui la question, c'est de l'essentiel. Est-ce que vous pensez que son retour pourrait être une entrave au respect du chronogramme proposé jusque-là? Bien, je suis à l'aise avec cette question, c'est pourquoi je vous apprécie. La dernière fois, je vous avais dit, j'aime votre... vous titillez, et c'est tout à fait pertinent. Il est déjà vomi par la classe politique. Qui sont ceux qui vont aller aux élections. La classe politique n'est qu'une frange, n'est qu'une tranche de la population. Justement, mais la classe politique n'est pas quand même toutes les 20 millions d'habitants que nous sommes. Les 20 millions d'habitants ne gèrent pas la scène politique. Les animateurs de la scène politique, c'est les classes politiques. C'est en cela que les gens créent les partis et les mouvements au fin de la conquête et la gestion du pouvoir. Ce n'est pas tous les citoyens. Je suis dans. Donc, à ce niveau, on ne peut pas parler transition sans l'invite de toute la classe politique. Or, la classe politique ne le supporte plus, ils l'ont déjà dit. Il y a également sa propre classe, c'est-à-dire ceux qui l'ont proposé comme étant Premier ministre à la transition. Parce que la transition n'a pas
choisi un Premier ministre. Tout le monde fait comme si cela n'a pas été. La transition, les hautes autorités de la transition ont fait confiance à ceux avec qui ils étaient dans cette mouvance au fin du changement et dit, nous vous proposons le poste du Premier ministre, choisissez-nous quelqu'un. C'est au sein donc de la classe M5RP qu'il a eu le choix du docteur Choguel Kokala Maïga comme étant Premier ministre. Et c'est cette classe-là qui est divisée, pour ne pas dire qui est plusieurs fois, même disloquée. Hein. Disloquée, merci pour le mot, pour ne pas dire même un petit morceau, et cette classe ne le supporte plus. Cette famille, pas classe, cette famille ne le supporte plus. Alors, quelqu'un qui est déjà out par rapport à sa propre famille, la classe politique, les animateurs de la scène politique ne le supportent pas. Il y a un autre aspect que vous ne pouvez pas méconnaître. CNT crache avec CNT avant qu'il ne tombe malade, puisqu'on peut malade. Mais ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'on ne va pas avoir la guerre, qu'on ne peut pas avoir des fois de petites querelles. C'est normal, c'est de bonnes guerres. Mais il est allé voir le président du CNT, il a rendu visite au colonel Malik Diao. Est-ce que ce n'était pas dans un moment de... Hein, je suis revenu à de meilleurs sentiments, on peut retravailler maintenant. Vous savez, ça me met toujours mal à l'aise. Comment l'État, une république, des institutions, qui travaillent sur la base des décrets, quelqu'un veut faire des démarches, il y a une incohérence. Il y a l'incohérence. L'État fonctionne selon ses principes. Vous êtes malade, on prend un décret pour un intérimaire. Si vous devez être réhabilité, c'est un autre décret, c'est-à-dire on va d'abord abroger le décret qui a donné le mandat à votre successeur et vous reprenez vos services, n'est-ce pas? Mais les démarches par-ci par-là n'ont rien à voir. Alors, c'est en cela que le frère a parlé de marketing politique, institutionnel et politique. Et là, nous qui sommes du domaine du marketing politique, on est trop dérangés dans la mesure où cette démarche au niveau politique ne correspond pas, au niveau social ne correspond pas, parce que quand on s'inscrit dans une logique de la société, c'est le malade qui doit être visité et non l'inverse. Alors, on est tous... Très bien. Je vais terminer par là. C'est pourquoi je dis on est souvent dérangés. Mais on a l'obligation, nous autres, de mener le débat avec beaucoup plus d'objectivité au fin d'être utile à nos sociétés, parce que notre devoir aussi, c'est de contribuer à l'avancement de l'Afrique. Très bien, vous avez été compris sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes Monsieur Monoko Touali, consultant en communication, DG Afrique Média pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous allons tout droit vers vous, Monsieur Chekouma Traoré, président de l'association FERENA. Quelle est votre lecture de cette démarche, de cette dernière démarche du docteur Choguel Kokala Maïga, qui est allé voir le président Assimi Goïta et qui est allé voir aussi le président du Conseil national de la transition, comme quoi je suis de retour, je suis déjà passé par l'étape de convalescence, je suis totalement guéri et que je peux reprendre mes fonctions. Bon, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous remercier, à remercier toute l'équipe de la FIA, et aussi à adresser mes sincères salutations à mes co-débatteurs. Et vous savez, nous sommes très mal à l'aise avec ces dernières sorties de monsieur l'ex-premier ministre, si on peut se le permettre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui était, selon les communiqués officiels, pas malade, mais en repos forcé, comme mon très cher vient de le dire. On se demande où va notre pays, très sincèrement, parce qu'on est inquiet en tant que citoyen lambda, de voir qu'il y a un décret qui a mis en place Choguel, mais aujourd'hui, il va falloir que Choguel lui-même démarche les médias pour faire savoir à la population qu'il est mis hors jeu. C'est pas sérieux. Bon, il dit juste, il est en train de dire que il va bien. Dans la gestion d'un État, c'est pas sérieux. C'est Assimi, lui, qui a pris un décret pour nommer Choguel. Aujourd'hui, si Choguel ne fait pas l'affaire de cette transition, c'est aussi simple que ça. Assimi n'a qu'à prendre un décret pour officialiser le Premier ministre actuel, Abdoulaye Maïga, et abroger le décret qui a mis en place le Dr Choguel. C'est aussi simple, au lieu de continuer avec des politiques
qui vont encore s'aimer les doutes ou même des petites querelles au sein même de la classe politique. Parce qu'ils ont eu à le dire, ça c'est une évidence. Avant le repos forcé de Choguel, parce que c'est comme ça qu'on va se prononcer d'ailleurs, Choguel ne faisait pas l'unanimité de la classe politique. Ça c'est une évidence. Mais aujourd'hui, est-ce que Choguel ne faisait pas l'affaire de cette transition? Ça aussi c'est la question. Pourquoi Assimi aujourd'hui n'a pas ce courage de prendre un décret et de dire, de remercier définitivement Dr Choguel Kokala Maïga? Pourquoi? Vous voulez qu'on le remercie? Non, mais ça c'est juste notre observation. C'est une question qui reste posée. Pourquoi Assimi ne le fait pas? Si Choguel fait son affaire, parce qu'il faut comprendre que c'est une perte pour l'État. Choguel, en tant que Premier ministre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Choguel est un Premier ministre de notre République. Il jouit de tous les prérogatives du Premier ministre. Au même titre qu'Abdoulaye qui est l'intérim. Donc c'est que nous avons deux premiers ministres avec les mêmes prérogatives. Ça, c'est pas sérieux dans un État. Au moins, il faudra que le président se décide. Si Choguel lui-même est conscient qu'il peut reprendre le service et que le président il est mieux informé sur son état de santé que lui-même, ces docteurs rendent compte au président d'abord avant lui. Donc, il faudra que le président ait le courage, c'est-à-dire qu'on cesse ces politiques, je ne sais pas, de manipulation de l'opinion publique, ça n'engage que moi. Oui, ça n'engage que moi, de dire exactement les choses comme elles sont. Aujourd'hui, le président doit avoir le courage, ce courage-là, de prendre le décret, soit de faire revenir Choguel, d'abroger le décret d'Abdoulaye, le décret d'intérim d'Abdoulaye, ou d'abroger le décret de Choguel et de maintenir Abdoulaye comme Premier ministre définitif. Très bien. Alors, est-ce que vous... Il est important de préciser quelque chose. Vous savez, allez-y. Lors de la journée de la rentrée judiciaire, il y avait Abdoulaye Maïga qui était là-bas. C'est-à-dire, pour qu'on puisse prêter le fait qu'il y ait deux premiers ministres qui soient en fonction, il faut que lors d'une cérémonie officielle, que tous les deux soient là. Mais manifestement, Assimi, c'est ce qu'il fait, parce que c'est Abdoulaye Maïga jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, qui représente la primature. Ça, on n'en disconvient pas. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des premiers ministres, mais il y a un premier ministre qui était considéré comme étant un retour forcé, mais qui est qui jouit toujours des avantages de premier ministre. Oui, parce que le décret n'a pas été abrogé, mais en tout cas, dans la diligence des activités primatoriales, c'est Abdoulaye Maïga qui mène le jeu. Jusqu'à preuve de contraire. Ok. Est-ce que vous pensez que le docteur Choguel Kokala Maïga devait prendre sa responsabilité en démissionnant de lui-même? Vous savez, ce qui m'intrigue vraiment, c'est qu'il puisse jouir, il puisse jouir de l'argent public comme ça. Je ne peux pas comprendre que deux premiers ministres, deux premiers ministres, un peuple. Un peuple. Donc, c'est quand même trop. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une conjoncture économique. Nous avons un déficit budgétaire. Il continue encore avec de telles pratiques. Je pense que ça n'honore vraiment pas la transition. Au même moment, on demande au peuple de serrer la ceinture. D'être résilient. Et d'autres sont là en train de se la couler douce. Donc, il faut qu'on arrête ce genre de pratiques dans la transition. La transition n'a pas droit à l'erreur. Pour paraphraser ce que l'imam Mahmoud Diko avait dit avant qu'il ne regagne sa mosquée, pour dire qu'il n'y aura plus de carte blanche à qui que ce soit. Il faut que le peuple s'inscrive dans cette dynamique. Qu'on arrête de personnaliser un peu le débat public, qu'on arrête de personnaliser les affaires de la République et qu'on ne personnalise surtout pas les choses. Qu'on essaie de mettre les Mali au-dessus de tout le monde. Quand on confie une responsabilité à un quelconque pouvoir, à un citoyen, à une personnalité publique, on l'évalue. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. Qu'au bout de chaque 6 mois, on va évaluer chaque département. Chaque citoyen qui a un quelconque pouvoir en République du Mali, qu'on va l'évaluer. Et si il y a faute, qu'on doit sanctionner. Et si on doit reconnaître, si il doit y avoir une reconnaissance, qu'on reconnaisse l'effort qu'il a déployé. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, et je reviens là-dessus, l'exemplarité a beaucoup manqué dans cette période de transition militaire. Je dis militaire, je pèse mes mots. Nous sommes dans ce qu'on appelle la militarisation de la transition à outrance. Il ne faudra pas avoir les mots, il ne faudra pas avoir peur de dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai sur le terrain, c'est que nous avons la militarisation de la transition à outrance. Qu'il soit militaire ou qu'il soit civil, aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est qu'ils puissent parvenir à être à la hauteur des attentes du peuple malien. Et ils sont en deçà.
Le résultat est en deçà par rapport aux objectifs qui se sont eux-mêmes assignés. Très bien, merci. Nous sommes en train de changer de sujet, à moins que vous voulez intervenir encore sur... Oui, en fait, moi, je voudrais un peu joindre les jeunes leaders pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, avec le statistique comme quoi nous sommes à 11% d'inflation, ça doit nous inquiéter. 11% d'inflation, cela voudrait dire que le prix des denrées alimentaires a augmenté au moins de 11%. Dans la sous-région, nous sommes en tête, ça doit nous inquiéter. Et je comprends que nos autorités soient dans une logique à servir l'orgueil des uns et des autres. En tant que Maliens, on est fiers de tous les actes qu'ils posent. Mais les paniers de la ménagère ne doivent pas être vraiment relégués au second plan. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour les Maliens de vivre dignement. Parce que vraiment, ce refus par-ci par-là, cette communication, que Tchogel rende visite au président de la CNT, qu'est-ce que ça apporte aux citoyens qui cherchent son quotidien? Rien. Amusez-vous, M. Fabrice, à suivre les journaux télévisés à 20h. Chaque fois que vous prenez RTS, vous considérez avec une inauguration d'une école ou d'un centre de santé. Quand vous prenez RTB, vous considérez avec des militaires qui ont fait des résultats. Quand vous prenez RTI, c'est des inaugurations des hôpitaux de dernière génération. Mais quand vous prenez les Maliens, on vous dit que Tchogel a rendu visite à Malik Diaw. Ça nous apporte quoi, nous, citoyens maliens? Très bien. Vraiment... Vous avez été compris sur ce sujet, en tout cas. On va pas polémiquer sur ça. Sous ce que nous avons par rapport à la militarisation de la transition, le président est militaire, le premier ministre est militaire, le CNT, le président est militaire, la défense est militaire, M. Touani. Oui, moi je suis... ce débat à ce niveau militarisation ne m'a jamais intéressé. Parce qu'un coup d'État militaire, c'est un coup d'État militaire. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans un coup d'État militaire et que les gens s'étonnent que les militaires prennent tous les postes clés. Mieux vaut donc accepter, d'encourager que la transition réussisse et que tout le monde y contribue pour éviter qu'on parle désormais de la militarisation des choses. Pour moi, une transition et coup d'État, peu importe l'appellation, si ce coup d'État est mené par les militaires, vous ne pouvez pas demander aux gens qui ont fait leur coup d'État pour dire pourquoi ils ne sont pas ici ou là. Parce que les gens confondent. Parce qu'on a cette confusion dans ce que nous faisons. On est dans un régime exceptionnel, dirigé par les militaires. Et les gens veulent que ça soit comme si on était dans un régime normal. Bon, il y a une incohérence. Parce qu'il faut quand même qu'on ait, nous, qui sommes des observateurs, qui animons, nous devons en même temps être cohérents. Très bien. Voilà. Alors, changement de cap, nous parlons maintenant de la suspension de toutes les activités des ONG financées par la France. Et quelles peuvent être les conséquences sur l'ensemble du pays, M. Amadi Diko? Rappeler, comme j'ai eu à le dire, à chaque fois, chaque plateau où je passe, je dis qu'il faut qu'on arrête d'ouvrir plusieurs fronts. Parce qu'aujourd'hui, nous avons hérité d'un pays où il y a une crise multidimensionnelle. Aujourd'hui, au Mali, tout a à refaire et on doit toucher à tous les secteurs. Aujourd'hui, j'ai appris avec Vive et moi cette suspension de l'aide publique d'abord par la France. Et la France doit comprendre, les Français doivent comprendre, les autorités françaises doivent comprendre aujourd'hui qu'ils font face à une nouvelle génération décomplexée. Une génération qui comprend effectivement les enjeux du monde. Et à nos autorités aujourd'hui, à chaque fois qu'on initie un projet ou qu'on entreprend un projet au nom du peuple souverain, il faut évaluer les conséquences et les avantages. Aujourd'hui, quels sont les avantages qu'on va en tirer par rapport à la suspension de ces ONG-là? Quand bien même, il y a des centaines de Maliens qui se retrouvent employés dans ces travaillent là-bas, oui. Au-delà de ça aussi, c'est-à-dire la couverture de par les actions, les activités que mènent ces organisations touche à peu près 30% de la population malienne. Parce que l'État est quasi existant dans une partie du pays. Inexistant ou existant? Non, l'État est là-bas, mais aujourd'hui, l'État existe dans la vie d'un citoyen à travers quoi? C'est à travers surtout les services sociaux de base. Et cela est une réalité. Aujourd'hui, il y a bon nombre de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau, ni à l'électricité, ni aux soins de qualité, ni à l'éducation. Et ces organisations sont là vraiment pour combler ces vides-là en attendant que nous puissions avoir vraiment un État digne de ce nom, un État capable d'apporter les services sociaux de base à ses citoyens. Donc aujourd'hui, je ne pense vraiment pas qu'il y a vraiment des avantages et qu'il y a des retombées par rapport à cette
à cette mesure active que les autorités ont eu à prendre. Très bien, monsieur Chakouma Traoré, quelles peuvent être les conséquences de cette suspension, en tout cas de la suspension de toutes les activités des ONG financées par la France? Moi, je dirais, écoutez, que c'est une décision qui n'est pas du tout à saluer. Très franchement, c'est une décision qui n'est pas à saluer. Quand on évalue le nombre de personnes, surtout dans le rang des jeunes, qui sont employés par ces ONG, surtout dans les régions du Nord, où sévissent depuis plusieurs années une forme de désobéissance aux institutions, ou même de l'absence, sinon quasi totale, de l'État dans certaines régions du Nord. Dans certaines régions du Nord, quand vous partez, vous ne trouverez absolument rien de signifiant qui représente l'État là-bas. Aujourd'hui, ce sont ces ONG qui se donnent tous les moyens d'aller au secours des populations dans ces milieux où nos chers compatriotes vivent dans toutes les conditions déplorables. Pourquoi suspendre ces ONG? Et ce qui m'étonne davantage, c'est que c'est le dernier conseil de ministres, après juste la décision de suspendre l'activité de ces ONG, c'est juste après avoir pris la décision qu'on demande au gouverneur d'évaluer les conséquences. Mais nous, on se demande même, c'est-à-dire on réfléchit avec quel appareil, on réfléchit à quoi avant de prendre ce genre de décision. Vous savez, le chômage peut avoir beaucoup de conséquences dans un pays. La guerre dont nous sommes en train de combattre aujourd'hui, qui est la guerre asymétrique, comme les gens aiment le dire, ça ne se gagne pas avec des armes. Non, mais pas forcément avec des armes. Oui, pas forcément avec des armes, parce que l'ennemi n'est pas connu. Lorsque vous ne connaissez pas votre ennemi, vous devrez adopter d'autres stratégies. Aujourd'hui, ces groupes armés et terroristes ou même djihadistes se servent de la pauvreté des habitants de certaines régions pour pouvoir les inscrire. Aujourd'hui, suspendre l'activité de ces ONG qui viennent en aide à beaucoup de nos compatriotes dans certaines régions vont forcément amener ces employés qui étaient dans ces ONG à se retrouver au chômage. Peut-être que l'État en suspendant va mettre d'autres moyens en place pour substituer. Quels moyens? Il n'y a pas de moyens qui ont été prédéfinis avant cette décision de suspendre les activités. Aujourd'hui, nous sommes... Nous, on n'est pas dans le secret des dieux, peut-être qu'ils sont en train de réfléchir. Non, mais ils sont en train de réfléchir. Vous savez, gérer un État, c'est prévoir. Lorsque vous n'arrivez pas à prévoir les conséquences de vos décisions avant de les prendre, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de les prendre. Très bien. Donc nous ne sommes pas du tout là pour saluer cette décision. Nous disons que c'est une décision sur laquelle il faudra vraiment revenir. Ce n'est pas du tout salutaire. Très bien. Monsieur Touali, cette décision n'est pas quand même sans conséquences. Mais vous savez, l'État, par définition, ne prend pas des décisions par hasard. Maintenant, mesurer les conséquences et autres, ça aussi on peut apprécier. Le Mali est dans une dynamique de conflit au niveau international avec la France. Surtout. Surtout, bien entendu, je précise. Et de ce point de vue, on a eu des débats, des clashs ici par rapport aux informations, à ce qui se passe, qui informe quoi, qui espionne le Mali, et beaucoup de choses ont été dites. Sur ce plan précis, il y a tout à fait l'utilité que les autorités veillent sur le territoire, sur ceux qui y travaillent. Or, à la matière, la plupart de ces organisations non gouvernementales ne sont pas aussi sans être en rapport avec des informations. C'est très important à ce niveau à souligner. Je viendrai sur l'autre aspect, mais cet aspect est très important. Je suis témoin. Moi, personnellement, en 2013-14, quand j'ai écrit dans le magazine Africa Leaders, le Mali, victime d'un complot international, c'est moi qui suis l'un des premiers, pour ne pas dire l'une des rares personnes qui ait écrit ça. Parce que c'était les mêmes ONG qui avaient accusé l'armée malienne de faire des exécutions extrajudiciaires en 2013, 2012, 2013, 2014. Et que l'armée malienne ne devrait pas accéder au nord, donc blocage aux portes de Gao et de Tombouctou. Et on n'est plus jamais arrivé à Kidal. Voilà. Donc, ces ONG ne sont pas aussi propres qu'on peut l'imaginer. Ça, c'est l'aspect purement politique.
Puisque si les relations entre la France et le Mali étaient bonnes, on n'arriverait pas à cela et on n'en parlerait pas. Maintenant que les relations ne sont pas bonnes et que les décisions sont prises, on en parle. Est-ce que ça n'a pas des conséquences? Évidemment, il y a des conséquences. Des conséquences qui sont par rapport au fait que dans l'employabilité, dans les services sociaux et autres, ces ONG y contribuent. Et ils contribuent. Donc, je prends l'exemple du Grand Nord, parce que, qu'on le veuille ou non, on a toujours l'équation du retour de l'administration sur toute l'étendue du territoire national qui se pose. Deuxième point qui est très important, le fait que l'administration et l'État, c'est-à-dire l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, ce n'est pas encore effectif, on sait quand même ce qui se passe. Et le terrorisme et les djihadistes qui donc sèment le désordre partout. Donc, à ce niveau, les ONG, peut-être de bonne foi, il y a des ONG de bonne foi qui travaillent et qui apportent leur concours aux déplacés, aux malheureux, aux miséreux, et au niveau de santé, au niveau de l'employabilité et autres. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut savoir aussi évaluer. Ce n'est pas parce qu'on a pris une décision politique qu'on va dire que non, il n'y a pas de conséquences. Les conséquences existent. Mais, maintenant, Monsieur Touali, si vous retirez le pain de la main d'un enfant et que l'enfant crie, est-ce qu'il ne faut pas le remplacer par autre chose? Évidemment. Que l'enfant aimerait peut-être bien avoir. Oui, c'est l'équation. On est en Afrique, hein, on ne peut pas se leurrer. On est sur les plateaux, on parle avec tout le respect que nous devons à nos propres États. Mais nos États n'ont jamais eu cette force de combler les vides. On nous a dit à la veille de l'embargo que oui, tout était là. Aujourd'hui, on est où? L'embargo, après, il n'y a plus d'embargo, mais on ne mange pas. Les boutiquiers, nous autres, nous devons tous à des boutiquiers. Tu es obligé de prendre un sucre en crédit, tu dis demain je vais te donner, tu vas en ville, tu n'as pas les 200 francs, le boutiquier demain tu reviens, il te donne, mais il a les yeux, hein, il te boude en te donnant. C'est pour dire que même le panier de la ménagère dont parlait tout à l'heure M. Touré, et j'ai beaucoup aimé ces détails précis là-dessus. Mais vous pensez que un peuple ne mange pas et on va applaudir quelqu'un? Si donc, mais pour manger, naturellement, il faut travailler. Justement, c'est cela qui donne le travail. Et l'État ne peut pas, l'État n'a pas l'obligation de donner le travail à tout le monde. Ça, de vous à moi, on le sait. Justement, c'est parce que l'État n'a pas l'obligation qu'il faut, l'État doit donner ce qu'on appelle les moyens politiques pour encourager les civils, les privés à travailler, à créer l'emploi. L'environnement. Et que cela, le climat des affaires, c'est un climat qui ne supporte pas les conflits, le désordre et tout ce qui se passe. Il faut donc créer ces conditions pour que les gens viennent. Personne ne peut dire ici que dans ce monde, l'État peut être le seul pourvoyeur de l'emploi. C'est faux, c'est archi faux. Évidemment, dans nos systèmes, il n'y a pas de cohérence entre les formations et l'employabilité et tout est désordonné. Ça, c'est un autre débat. Je viens justement, non, je sais pour apprécier, pour dire que, effectivement, des ONG sont taxées, elles vont partir parce qu'elles ne répondent plus aux normes. Mais les citoyens qui y travaillaient, qui n'ont plus d'emploi, on fait quoi d'eux? Voilà l'équation. Les vraies équations, qu'est-ce qu'on fait de ces citoyens? Comment on compense les pertes ou bien le fait qu'il ait perdu des emplois et des avantages? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà la vraie question. Et moi, je pense que les plus hautes autorités ont certainement ce souci-là et ils pourront certainement y faire face. Mais en attendant, le panier de la ménagère est une réalité. Très bien, merci. Vous voulez vous prononcer rapidement sur les conséquences naturelles de cette suspension de toutes les activités des ONG financées par la France? Oui, l'une des premières conséquences, c'est évidemment la perte de 310 milliards. Je le disais, les agences onusiennes ont dit que l'appui de la France par rapport à l'État du Mali de 2013 à 2017 a coûté 310 milliards à la France. Et le fait de suspendre cette aide publique de la France va mettre fin à 70 projets de développement. La mise en place des services sociaux de base dont on parle dans le cadre en tout cas de l'intégrité territoriale, parce que les autorités ont dit que chaque fois que les militaires arrivaient à faire libérer une zone, on va contribuer d'abord à mettre les services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'hydraulique et autres. Ce sont des projets qui sont, dans la plupart des cas, accompagnés par les initiatives françaises. Donc, je l'ai dit, il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Honnêtement, il y a des décisions qui ne sont pas préparées. Le géant Traoré l'avait dit,
souvent il faut avoir la capacité d'anticiper sur les conséquences de nos décisions. Aujourd'hui, en matière de santé, Médecins sans frontières et Médecins du monde, c'est des gens qui interviennent dans la plupart des centres de santé de référence au nord. Mais qui ont des fois des agendas cachés, oui, mais selon certains savez, observateurs. Le plus important, c'était la volonté politique. Nos autorités ont dit sous tous les toits qu'ils sont définitivement engagés à rétablir la souveraineté de l'État du Mali. Ça, par le refus systématique de se laisser entraîner dans des choses qui n'ont pas cette souveraineté. Mais par rapport à des projets dont l'impact résilient intervient dans le cadre du développement à la base, je pense que nos autorités doivent prendre des décisions avec des pincettes. Parce que dans tous les cas, les plus maîtrisés dans cette situation, c'est les populations. Donc je pense que les 310 milliards que nous allons perdre et les 70 projets qui vont malheureusement fermer les portes n'est pas sans conséquences sur les réalités sociales au nord. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au niveau du ministère de la Santé, on doit pouvoir établir un rapport rapidement pour informer nos autorités des conséquences que cela va occasionner. Oui. Pour que nous puissions prendre des initiatives allant dans le sens d'une réponse à cette décision courageuse pour entretenir notre souveraineté, mais en tout cas menaçante pour l'intérêt des citoyens au nord. Qui n'a rien fait pour bénéficier, en tout cas, le rôle de l'État quand même, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. La santé va devenir chère, parce que j'ai dit, ces volets-là sont financés par les projets français. Par exemple, maintenant, on va demander à des patients de payer des choses qu'ils ne payaient pas par le passé. Et ça, pour quelqu'un qui n'a pas cette bourse, mon frère, il va devoir aller... Il va les toucher à sa mort. Donc ce n'est pas souvent, il faut savoir faire les tamis entre des décisions qui menacent la souveraineté et les décisions qui menacent l'intégrité physique même de nos populations. Très bien. Alors, on va changer, si vous voulez, s'il n'y a plus de rebondissement sur... J'aimerais revenir là-dessus pour dire que, vous savez, l'extrême pauvreté engendre ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est fille de l'insécurité. Aujourd'hui, tout le problème que nous avons actuellement dans notre pays, c'est l'extrême pauvreté des Maliens qui font ça. Et c'est d'ailleurs l'extrême pauvreté, comme je l'ai dit, engendre est fille de l'insécurité parce qu'elle entraîne les gens dans ce qu'on appelle l'enrôlement des gens dans des grands banditismes, dans le djihadisme et dans le terrorisme. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions à ces problèmes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que 1,2 million de Maliens sont menacés d'une insécurité, d'une famine aiguë. Et que 7,5 millions de Maliens ont besoin d'assistance humanitaire. Ces sources-là viennent de l'OCA, des Nations Unies. Donc, aujourd'hui, il faut trouver le plus rapidement possible. Il faut aller vers ce qu'on appelle un plan d'urgence humanitaire, social, politique et économique, le plus rapidement possible. Très bien. Parce qu'il est temps. Très bien, merci. Nous changeons de sujet. On parle à présent, c'est le dernier sujet de l'actualité, en tout cas pour l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de prise d'otages à Missabougou, des otages qui ont été libérés. Nous sommes à Bamako, le Quai d'Orsay qui confirme l'arrestation de 4 ressortissants français. Est-ce que c'est une mise en scène ou c'est une réalité, M. Aboubakrine? Je ne pense pas que ce soit une mise en scène. Je ne pense pas également que c'était pour porter atteinte, en tout cas, aux intérêts de la France. En fait, le communiqué officiel l'a laissé entendre, ce sont les services de douane qui, dans le cadre de leur mission régalienne de lutte contre la fraude, parce que depuis 2022, il y a eu ce qu'on appelle la modification du décret 146 du 2 mars 2012 portant modalité et organisation du fonctionnement de la direction générale des douanes. Et l'organigramme de la douane a été modifié pour qu'il y ait ce qu'on appelle la direction des renseignements et de lutte contre la fraude. Cette direction a été renforcée par des moyens de renseignement. Et disposant de ces moyens de renseignement, les services de douane ont mis les grappins sur des personnes qui font état quand même du commerce de la drogue. Vous savez que c'est une activité illicite. Mais malheureusement, les personnes incriminées sont des nationalités françaises. Donc nos autorités ne sont pas... Une fois encore la France. Une fois, ce n'est pas forcément pour, en tout cas, saper encore nos relations avec la France,
mais ce sont des services techniques dans le cadre de l'accomplissement de leur mission qui ont mis fin à une activité illicite. Parce que dans tous les cas, nous avons des services techniques qui aident toutes sortes de personnes qui peuvent ne pas être de nationalité malienne. Ça peut être des nationalités sénégalaises comme des nationalités togolaises, mais le plus important, c'est de mettre fin à cette activité illicite. Ça ne menace pas la France, ce n'est pas en tout cas ce n'est pas contre une provocation, la France. ce n'est pas encore une provocation de trop, mais c'est la compétence des services de douane sous l'égide de l'inspecteur général Amadou Konaté qui ont décidé véritablement d'imprimer une nouvelle dynamique pour ne plus laisser les champs libres à des activités illicites qui menacent dangereusement la santé publique. Très bien. Je ne pense pas, et ça, ce ne peut être qu'à l'actif de nos autorités qui ont contribué à aménager ces services pour les rendre plus compétitifs et plus efficients dans ces missions régaliennes. Très bien, merci M. Touali. Vous ne pensez pas que c'est une mise en scène, mais que c'est la réalité, que les forces, cette unité de force spéciale a vraiment travaillé? Oui, il faut aussi, parce qu'il y a le débat ici en Afrique, de façon générale, ici au Mali aussi, on a tendance à politiser tous les débats, c'est-à-dire à rendre politique ou politicien ce qui ne l'est pas. Il a dit, hein, si c'est dans un cadre purement technique, où les professionnels sur le terrain, qui ont pour mission de travailler et de mettre fin à ce qui ne répond pas aux normes des entrées et des sorties, voilà. Si c'est dans ce cadre. Et la question fondamentale de la drogue, mais c'est une question qui est au cœur de tous nos États. Hey, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Zaïre, partout, la question de la drogue est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Comment faire pour mettre fin à ça? Parce que c'est à partir de là qu'on trouve des voyous, des délinquants, des criminels et tous ceux qui peuvent aussi contribuer, c'est-à-dire les dealers, tout et tout. Et ça tue l'économie, au sens aigu du terme. L'économie est tuée. Mais en même temps, ce sont des réseaux très puissants. Des réseaux très puissants, généralement, c'est des petits morceaux qu'on attrape et les grosses cylindrées, souvent, sont protégés, sont cachés, on ne les dévoile pas. Mais on espère qu'avec cette prise-là, on peut quand même approfondir et savoir exactement tous les gourous qui sont derrière cette histoire. Parce que si ça existe, ça ne doit pas être aujourd'hui, ça doit avoir existé depuis des années. Si aussi la douane a pris le réflexe de dire non, il faut qu'on change des techniques, des méthodologies, c'est parce qu'ils savent que cela était peut-être tellement organisé qu'ils ne pouvaient pas. Donc, si dans ce cadre précis, il faut d'abord dire bravo aux autorités, il faut dire bravo à la douane et à tous ceux qui ont lutté contre ça. Maintenant, est-ce que c'est une mise en scène ou pas? Moi, je pense que pour l'heure, il faut se limiter aux déclarations techniques fournies. On verra maintenant, au fil du temps, on verra ce qui va se passer. Mais la France, elle reste la France. Et nous, vous me connaissez, même par rapport au principe français, la France, en tant qu'État, n'a jamais fait du bien pour l'Afrique, a toujours pollué l'Afrique, a toujours mis la merde partout en Afrique, qu'ici, il y a eu des changements de régime et autres, c'est la France qui a toujours été derrière. Alors, si elle se dérange, je viens, mais... Des familles en France, hein? Non, c'est pas question de famille, c'est question... Mais d'ailleurs, si on parlerait des familles, malheureusement... Cela ne peut pas vivre sans l'Afrique parce que tout le bois de chez moi a été coupé par la France et toute la mer a été polluée par la France. Tout ce qu'elle a fait. Donc, il y a eu l'esclavage, il y a la colonisation. On ne peut pas aller sur ce terrain. Sur ce terrain français, on est très rigoureux là-dessus. Cependant, on prend du recul pour ne pas trop passionner les débats et on les pose par rapport au contexte. Ici, le contexte, c'est que les services de douane et les services de renseignement, ceux qui sont habilités à mettre fin c'est-à-dire à mettre fin au trafic de drogue. C'est-à-dire, le trafic de drogue, c'est un problème que l'Afrique a. Nous en parlons toujours sur l'Afrique Média. Vous me connaissez par rapport à mes positions. Il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre... Parce que c'est eux qui ont amené toute la merde ici en Afrique. Les drogués, les voyous, des délinquants, des dealers. Très bien, vous avez été compris. Il faut donc, pour que je finisse, merci, vous m'avez donné cette possibilité parce que j'en avais gros sur le cœur parce que le problème de la drogue dérange toute l'Afrique. Bravo à ces services de la douane et on espère qu'on nous dira des gros morceaux qui sont derrière. Que la France se calme pour le moment parce que c'est pas un intérêt politique ici. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Cheikh Oumar Traoré, voilà, nous avons 4 ressortissants français qui sont arrêtés et le Quai d'Orsay le confirme. Est-ce que ce n'est pas quand même une provocation de la part du Mali, puisqu'il s'agit ici également de la France? Oui, bon, on peut dire que ce n'est pas une provocation de trop,
d'autant plus que leur arrestation a été confirmée par le Quai d'Orsay. Et aussi, quand on analyse sur le plan sécuritaire, on peut comprendre que ce sont des activités qui sont très dangereuses pour la sécurité de nos populations. Mais toutefois, il va falloir expliquer à la population, c'est-à-dire mettre toute la lumière sur cette affaire pour que la population soit brièvement informée de la suite logique des choses. Voilà. Très bien. Alors, nous terminons, nous bouclons avec vous, M. Amadi Diko. Effectivement, j'aborde dans le même sens que c'est au Mali qu'à chaque fois, il y a des enquêtes, mais il n'y a jamais eu de suite, ni de fin. Ni de fin. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été faits au Mali et on n'a jamais eu de suite. Donc je pense que je salue nos forces de sécurité et de défense qui font un travail remarquable. Je l'ai dit, l'armée appartient à tout le monde. L'appartient n'est pas les 5 colonels. L'armée, c'est chaque Malien et Malienne, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc, nous n'allons pas permettre aux gens de profiter de notre armée ou de faire notre armée un instrument politique. L'armée appartient à tout le monde et l'armée, c'est les derniers remparts. L'armée, ce n'est pas les 5 colonels, je rappelle, ce n'est pas les 5 colonels. L'armée, c'est chaque Malien et Malienne. L'armée, pour vous, c'est le dernier rempart. Voilà, c'est le dernier rempart. Très bien, merci. Merci. Peut-être ça va constituer votre dernier mot. Nous allons faire un tour de table rapidement. Je tiens à remercier Alafia et vous précisément et tous les personnels et mes co-débatteurs. Je dis au peuple malien, et je profite également au peuple malien d'une initiative naissante, mouvement d'ensemble pour le redressement. Notre point de presse est prévu pour le dimanche à 15h30 à la Bibliothèque nationale. Parce qu'aujourd'hui, tout est à redresser dans ce pays. Ce n'est pas seulement la période de transition. On saura davantage avec ce que vous voulez redresser. Qu'est-ce qui est courbé et que vous voulez redresser. En tout cas, on en saura dimanche. J'y serai. Je voudrais juste ajouter que par rapport à cette affaire, nos autorités sont déjà dans une certaine transparence parce que l'Office central de lutte contre les stupéfiants, dont le SCA territorial et le tribunal de première instance de la commune 6 a été saisi pour fin d'enquête. Je crois que ce qui va se passer, c'est de permettre au juge d'instruction qui va être saisi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, nos autorités ont adopté ce qu'on appelle la loi relative à la lutte contre le tourisme et le blanchiment de capitaux. Et cette loi va de pair avec la création d'un tribunal spécial pour lutter contre de telles activités. Donc, manifestement, c'est l'occasion pour nos autorités de faire aboutir cette enquête et de montrer à la France que ce n'est pas un règlement de compte. C'est l'un des règlements de compte et que ce n'est que justice rendue lorsque nous avons pu mettre fin à des criminels qui menacent dangereusement la santé publique. Je crois que cette enquête va arriver à terme parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont engagées. La douane a rédigé son PV, l'Office central, donc pour vous dire qu'il y a de fortes chances que nous arrivons à une enquête qui va dire qui a fait quoi et pourquoi et qui va être jugé pour quel motif. Très bien, merci M. Aboubakar Touré. Rapidement, un tour de table. Oui, merci, mais moi, ce qui m'intéresse, bon, tout ce qui est la prise des gens, félicitations, mais c'est purement technique. Ce qui m'intéresse, c'est la transition, avec son chronogramme. Il faut éviter le débat avec le retour de Choguel, parce que c'est ça le sujet qui va crisper les tensions inutilement. Soit s'il doit être reconduit, que le président de la transition prenne les responsabilités immédiatement, il le reconduit. S'il pense qu'il n'est plus utile, qu'il prenne aussi une décision rapide, un décret rapide pour qu'on mette fin, pour ne pas que ce débat-là pollue actuellement l'atmosphère qui n'est vraiment pas dans l'équilibre, hein, mais tout en souhaitant également bonne chance à la transition et félicitations aux autorités de ce grand pays et bravo et merci à vous tous et je suis heureux d'avoir eu des co-débatteurs très pertinents et qui ont quand même la connaissance dans ce domaine précis et j'ai été enrichi. Très bien, merci. À votre dernier mot, M. Chakouma Traoré. Voilà, en dernier mot, je souhaite vraiment adresser une fois de plus mes salutations à mes co-débatteurs, mais toutefois rappeler aux autorités de la transition que notre pays a beaucoup d'autres champs à fouetter, autre que de se donner à des politiques vraiment de manipulation de l'opinion publique. Rien que la semaine surpassée, on a eu plus d'une vingtaine de morts à Gao, vers la commune de Ouabaria.
Et c'était aussi des déplacés qui ont fui leur région pour venir avoir la sécurité dans la ville de Gao. Et ils ont été retrouvés jusqu'à Gao, aux alentours de Gao, à Wabaria, pour être tués. Donc nous disons vraiment à nos autorités que nous avons beaucoup d'autres champs à fouetter, autres que ces politiques de manipulation de l'opinion publique. Très bien. Et je vous remercie. Très bien, merci. Merci à vous tous. Merci pour être sur ce panel. Merci. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer que la chaîne d'information Djoliba a été mise sur pied. En tout cas, les choses sont revues. La suspension a été levée. C'est prévu pour 2 mois, mais naturellement, déjà, à partir d'aujourd'hui, ils ont commencé à réémettre. Merci à la HAC et beaucoup de courage à nos confrères de Djoliba TV News. Alors, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous et retenez que c'est Dieu qui demeure fort.